chez moi, chez vous, et vous le savez. Merci, Jackie. Mais permettez-moi, monsieur, d'être dépité. Je vous le permets, mais dépêchez-vous. Faute avouée est à moitié pardonnée, n'est-ce pas? C'est pas moi qui vous dirai le contraire, Jackie. Alors le Guy Mardel que vous prétendez recevoir ce soir, monsieur, n'affirme-t-il pas haut et fort qu'il n'avoue jamais? J'attends vos explications, monsieur. N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, 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 oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu veux qu'on te donne tout ce que tu attends, si tu veux que l'automne et le goût du printemps soit celui qui déroute, et souviens-toi toujours qu'il faut semer le doute pour récolter l'amour. N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, 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 non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu tiens à défendre ton bonheur d'amoureux, si tu tiens à entendre les plus tendres aveux, sois celui que l'on aime pour ce qu'il ne dit pas, qui commence un poème mais ne le finit pas. N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, 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 oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. C'est lourd à porter, hein. C'est lourd, hein. C'était en quelle année cette chanson, Guy Mardel? C'était 1965. 1965. Oui, oui. C'est pas d'hier. Ouais. Qui a écrit cette chanson? J'ai écrit la musique et c'est Françoise Dorin qui a écrit les paroles. Françoise Dorin? Ouais. La grande Françoise Dorin? Ouais. Et cette année-là, elle avait fait un beau doublé parce qu'elle avait fait N'avoue jamais et Que cette Venise pour Aznavour. Et la création s'est passée comment? C'est-à-dire, tu as fait la musique toi d'abord, et ensuite tu lui as apporté la musique? Non, non, non. C'est-à-dire que moi, je travaillais avec des auteurs que Paul Lederman, qui était mon impresario de l'époque. Ah, c'était Paul Lederman? Ouais. Ah, d'accord. Trouvait un petit peu faible. Ouais. Et il voulait que je travaille avec des personnes. Et il m'a dit, il y a une nana qui fait des textes de chansons. Ouais. Tu devrais aller la voir. Et je suis allé la voir. Et a priori, elle était aussi intimidée que moi. Ouais. Et elle m'a donné un certain nombre de textes en me disant, voilà, j'ai des textes que j'ai déjà écrits, il n'y a pas de musique dessus, si vous voulez les prendre. Puis j'en ai pris 3 ou 4, je suis parti, j'ai dit merci madame. J'avais 19 ans à l'époque, j'étais en fac de droit. Ouais. Et puis j'ai mis ces textes sur mon piano. Ouais. Et puis bon. Et c'était à peu près 3-4 mois avant les examens de fin d'année. Ouais. Et de temps en temps, entre deux cours de droit civil ou de droit commercial, je me mettais devant le piano. Et puis un jour, je tombe sur ce texte. Et je crois que la chanson, mais il était resté 10-15 jours sur ce piano, comme ça, je le regardais, puis je partais, etc. Et au bout de un quart d'heure, 20 minutes, ce jour-là, la chanson était finie. Ah. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, tu avais l'inspiration. Ouais, mais c'est sorti comme ça. J'ai appelé Françoise, elle a écouté la chanson, elle m'a dit oui, c'est bien. Bah oui, c'est bien. Et puis, et oui, mais avant qu'un tube soit un tube, on ne sait jamais. On ne sait pas, ouais. T'en as vendu combien en parlant de tubes? Bah, en tout, parce que maintenant ça continue à vendre, donc on doit être à 3 millions de disques. 3 millions de disques? Ouais, à peu près. Ça a dû te rapporter un maximum. Ouais.
Dis-moi, tu as commencé à avoir cette idée comme ça d'écrire des chansons quand? Je devais avoir 18-19 ans. Mais pas avant? Non, non. Quand tu étais petit, tu... Non, j'avais fait... tu sais, les parents, quand tu es tout petit, ils te collent un violon dans les mains. Ouais. Et mon fils sera violoniste et médecin. Ouais. Surtout les parents pieds noirs. Ouais. Mon fils, il va être violoniste et médecin. Il va jouer du violon et il sera médecin. Ouais. En fait, j'ai pas été violoniste parce que j'ai cassé le violon. Je pouvais pas supporter cet instrument. Et puis donc, je me suis mis à faire du piano et du solfège. Est-ce que ta mère était contente au moins? Ouais, mais enfin, mes parents étaient contents à une condition, c'est que je finisse mes études. Ils voulaient pas que j'arrête. Et donc j'ai promis ça, j'ai tenu ma parole. Et après, quand tu as fait N'avoue jamais, tout ça, ils étaient contents quand même. Ah ouais. Hein? Vous avez eu mon fils à la télé? Le petit Madame Mardel. Et après N'avoue jamais, tu as fait quoi alors? Il y a eu pendant 3 ans des tournées en France avec Claude François. Et puis après, j'ai eu la chance, tu sais, en France et même à l'étranger... T'as tourné avec Claude François? Attends, arrêtons-nous. T'as tourné avec Claude François. Ça se passait comment alors? Je crois que j'étais le seul dans les tournées avec le Claude qui ne soit pas engueulé avec lui parce que moi, j'étais un petit peu aussi en marge. Moi, il fallait que je finisse ma licence. Donc quand j'étais dans la loge, dans les coulisses, je faisais mes TD de droit. Ah ouais. Bah oui. Alors j'avais pas trop l'occasion de m'engueuler avec lui. Et alors après, donc tourner avec Claude François et après? Après, comme j'avais représenté la France à l'Eurovision, on m'a demandé de représenter la France dans d'autres concours internationaux. Alors j'ai représenté la France au Festival de Barcelone, de la chanson française, enfin de la chanson à Barcelone. J'ai gagné. J'ai fait le Festival de Rio que j'ai gagné également, le Festival de Tokyo où j'ai eu un prix de la critique. Et tout ça, ça m'a fait faire beaucoup de tournées pendant 3-4 ans à l'étranger. À l'étranger. Ouais. Mais c'est vrai ça, parce que tu sais que les chanteurs ils disent toujours. Oui, c'est vrai. Moi je vends beaucoup au Japon. C'est vrai. Toi c'est vrai. Non, c'est vrai que les chanteurs disent ça. Ouais. Mais c'est vrai. Toi c'était vrai aussi. Ouais, je te montrerai les coupures de presse. Bon, bah écoute, on te croit. Mais alors après, tu es revenu en France après toutes ces tournées à l'étranger. J'étais complètement oublié. Bah oui, c'est ça. Alors. À la rue. T'as souffert de ça? Non, parce que je savais que de toute façon ça se passerait comme ça. Et comme j'ai toujours eu une position vis-à-vis du métier qui est malheureusement, ce métier est devenu un métier où les rapports de force sont très grands et ça a commencé dans les années 70 et c'est devenu de plus en plus au fil des années. Et maintenant c'est carrément un rapport de mendiant. On est vraiment des mendiants lorsqu'on sort un disque. Et ce que je voulais, c'est réussir ma vie, c'est pas réussir dans le show business. Donc par contre, chanter pour moi c'est un besoin vital. Tu crois pas que c'est un truc qu'on dit quand on n'a pas réussi, ça je voulais réussir ma vie? Non, parce que moi j'ai décidé de réussir ma vie avant de penser à réussir dans la chanson. Donc le problème ne se pas posé puisque j'ai managé ma vie en fonction de ça. Puisque j'aurais pu revenir en France et ramer comme les autres copains, sortir des disques. Moi j'ai pratiquement jamais sorti de disque qui n'a pas marché. Ça fait 7 ans que j'ai pas fait de disque, donc on peut pas dire Mardel a ramé pour refaire des nuits et puis ça marchait plus. Non, ça marche pas parce que je sors pas de disque. Mais à l'époque, j'ai eu une deuxième chance, après la rencontre avec Françoise de Reims et N'avoue jamais, c'est que j'ai rencontré des gens de télé dont certains savaient que j'étais très créateur et que je pouvais apporter des choses. Télé, t'as bossé avec Guy Lux, t'as bossé avec Drucker, non? Non. Non. Pendant 4 ans, j'ai fait de la télé, mais j'étais producteur d'émissions de télé. Et j'ai produit donc des émissions des samedis après-midi que chapeautait Guy Lux. Mais j'étais producteur de mes émissions. J'ai produit des émissions sur la 2 à 20h30 aussi, avec Annie Cordier, etc. Et puis la dernière émission que j'avais produite, c'était une émission qui s'appelait Le Sport en fête. Où Michel Drucker était mon présentateur. Ah bon? Ouais. C'est toi qui l'as trouvé, Michel Drucker? Non, c'est Michel qui m'a téléphoné pour me dire j'aime bien ton émission, j'ai envie d'y rentrer. Ah ouais? Il est rentré et moi j'en suis sorti. Il a demandé. tu vois, il a demandé. Il a pris la suite de l'émission, il a beaucoup de talent et je lui en veux plus. Donc Michel a repris l'émission, moi je me suis retrouvé à la rue, j'avais 2 enfants en bas âge et il fallait bien que je refasse quelque chose, donc je refais du disque. Charlie Brown. J'ai fait Charlie Brown. Et alors après tu as fait un duo avec Chantal Goya, c'est moins drôle ça quand même, non? Enfin quoique, on sait pas, hein. Peut-être que tu vas me dire le contraire. C'est pas la chose la plus fantastique que j'ai faite. Ouais. Est-ce que tu penses que toute cette époque c'est des tentatives de comeback qui ont un peu échoué ou tu faisais ça comme ça un peu sur le côté, quoi, sans... Non, c'est-à-dire que si pour moi il était question de dire est-ce que tu préfères ne pas vendre que de vendre des millions de disques, je dis je préfère vendre des millions de disques, ça c'est évident. Et je les ai pas vendus. Mais je les ai pas vendus pour quelle raison? C'est que je n'ai jamais voulu me compromettre mon moi intime. C'est-à-dire que
je veux bien aller jusqu'à un certain point, mais pas me regarder dans une glace et me dire t'as été minable sur ce coup-là parce que c'est pas toi. Mais qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire? Alors par exemple dans ce métier, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire? Parce qu'à t'entendre, on dirait quand même que c'est une prostitution perpétuelle. Qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire? Demande aux attachés de presse. C'est pas les artistes qui appellent les présentateurs ou les producteurs de télévision, c'est les attachés de presse. Oui, ils disent prenez-le dans votre émission. Toi, tu ne touches pas à ça. Non, mais c'est-à-dire que si, parce qu'à une certaine époque, j'ai produit d'autres chanteurs et donc je me suis retrouvé comme... oui. Quand tu es devenu producteur, ça t'a énervé, ça t'avait demandé, quoi. Donc j'étais bien obligé de défendre des gens. C'est plus facile de défendre d'autres chanteurs que de se défendre soi-même. Donc à ce moment-là, tu as arrêté d'être producteur. Oui. J'ai cassé le dernier disque que j'ai produit et j'ai dit j'arrête. Et tu as monté un studio, une entreprise de gravure de disques qui a très très bien marché entre 81 et 85, qui s'appelait Master One, c'est ça? Et là, tu as gagné de l'argent quand même, non? Oui. Tu as toujours gagné de l'argent finalement. Oui. Tu gravais des disques en vinyle et puis quand le laser est arrivé, tu avais soit le choix d'investir énormément, soit de laisser tomber. Tu as laissé tomber, tu es reparti vers autre chose. Oui, parce que le challenge pour moi était réussi, donc je passais à autre chose. Et j'avais quand même à cette époque-là, de nouveau, vraiment très 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 envie de chanter. Ouais. Alors comme j'avais plus de disques sur le marché, enfin si, Opus. Opus, ça vaut cher, hein. Mais n'avoue jamais, c'est introuvable d'ailleurs. Ça se trouve Opus. Oui, enfin bon, c'est cher. Mais on va le ressortir. Ah bon? Ouais. Oui, mais enfin, parce que les compilations, il y a ça qui marche en ce moment, puisque les programmateurs de radio ou les maisons de disques sont incapables de trouver des nouveaux artistes. Il faut bien que le métier vive de quelque chose, que cette industrie marche. Alors, ils ont trouvé les compilations. Alors, tu as monté un restaurant qui s'appelle le Chorus Café. Alors, jusqu'à 11h du soir, c'est un restaurant normal. À 11h, bon, ça devient, on chante. C'est une espèce de concert 60s tous les soirs. Vous chantez quoi alors là-bas? Vous chantez pas N'avoue jamais toute la nuit quand même. On chante les 60s, mais ça aussi, c'était, il faut se replacer dans le contexte de 86 quand j'ai créé mon restaurant. Quand j'ai dit à certaines personnes de ce métier, je vais monter un restaurant où on va chanter des chansons des années 60, ils m'ont dit ouais, t'es fou, ça fait ringard, les années 60, ça n'intéresse personne. Mais moi je sentais que le public avait besoin de ça. Tu crois que tu vas finir dans ce cabaret, là, dans ce restaurant? Je crois pas. Pourquoi je crois pas? Parce que j'ai envie de faire d'autres choses. Tu veux faire quoi? Je veux en faire des disques. Dis-moi, à ton avis, pourquoi t'es pas devenu une énorme star? Pourquoi finalement tu as fait un tas de tubes? Mais pourquoi tu n'as pas explosé complètement? Parce que lorsque les journalistes de France Dimanche venaient me voir, je refusais de monter des coups. Il faut suicide, tu veux dire? Parce que je bois pas d'alcool. Je veux dire, ça veut pas dire que je sois un triste. Je veux dire, mais je n'ai pas tout ce côté qui favorise les rencontres à 2h du matin et on va se faire une bouffe, machin, etc. Je suis pas ça. T'es pas assez pute, tu crois? Non, je crois pas. Je crois que je suis pas assez pute. Mais c'est pas grave. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.